Merci d'être venu à cette présentation. Ça me fait particulièrement plaisir, justement, non seulement de pouvoir vous présenter le modèle suisse de l'alternance, qui est un modèle auquel tout notre gouvernement, toutes nos autorités croient. Semble-t-il, c'est le modèle qui a encore de l'avenir en Suisse. La formation professionnelle en école ne s'installe pas, ne s'implante pas. C'est ce modèle-là qui est dominant. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer aussi un peu comment ça s'organise. Et puis un peu les avantages, mais aussi les travers qu'il peut avoir. Parce que même si c'est un bon système qui effectivement a des bons résultats sur le plan national, mais aussi comparaison internationale, c'est aussi un problème, un système qui a quelques défauts et vouloir travailler à l'améliorer. Alors, Benoît ne l'a pas mentionné, mais j'ai un autre domaine dans lequel je travaille depuis longtemps, c'est les technologies de l'information et de la communication, les TIC. On cherche avec un groupe auquel j'appartiens, un groupe qui réunit la Haute École Polytechnique de Lausanne, une section de l'Université de Genève, la Haute École pour la formation professionnelle de Lugano, etc., différents collègues. Depuis une dizaine d'années, on travaille à la question de savoir comment exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication dans cette configuration particulière qu'est la formation en alternance. Ou le système, chez nous on appelle le système d'apprentissage dual. Alors, cette formation en alternance, bien sûr, on pourrait estimer qu'une formation faite d'enchaînement de périodes de cours et de stages, c'est de l'alternance. Mais non, on ne considérera pas cette situation-là, ni l'enchaînement dans une même institution où on fait des cours, puis après on descend au labo, faire des exercices avec le même enseignant ou avec la même équipe, éventuellement ses assistants. C'est pas ça non plus, même si effectivement on alterne théorie pratique, on alterne écoute de données par un enseignant, puis ensuite mise en pratique. Pour caractériser l'alternance, c'est vraiment le modèle CEFA, si vous voulez. C'est le modèle où les apprentis, qui sont appelés d'un côté apprentis, puis quand ils vont à l'école, on les appelle les élèves, mais c'est la même personne en fait, sont 4 jours par semaine, ils sont contractés dans une entreprise, et 1 jour par semaine, ils sont à l'école professionnelle. Et c'est même dans ce sens que ça va, parce que vous ne pouvez pas fréquenter l'école professionnelle si vous n'avez pas un contrat et une place d'apprentissage dans une entreprise. Mais contrairement au CEFA, comme l'a dit, c'est une formation qui est classique en Suisse. C'est 60 à 80% d'une cohorte qui fait ça pour toute une série de formations. Donc c'est vraiment le modèle, les bizarres, les marginaux, si vous voulez, c'est ceux qui font la formation générale. Chez nous, les autres, c'est mainstream, c'est comme ça à partir de la fin de l'école obligatoire. La justification politique pour maintenir ce système-là, c'est essentiellement que ça facilite la transition entre l'école et le monde du travail. Ça maintient effectivement, ça contribue à maintenir le taux de chômage chez les jeunes et le temps de latence avant l'entrée dans un emploi relativement bas. Cette dernière statistique que j'ai trouvée, c'était 6,2% de jeunes entre 15 et 24 ans qui ne sont pas, qui ne trouvent pas de travail, et 14% par contre dans l'Union européenne. Bien sûr, certains pays de l'Union européenne font mieux que d'autres. Un autre argument, c'est la perméabilité très forte, parce que comme tout le gouvernement, toute l'administration, tout le monde défend ce système, il a été construit de façon à permettre de nombreuses passerelles. Si à 14-15 ans,
vous embrayez dans une telle formation, vous pouvez finir à l'université 10 ans après. Il y a des manières de retourner dans la formation générale, ce qui est beaucoup moins le cas dans l'autre sens. Il y a aussi une raison qui est des fois moins avouée, mais qui est aussi très flagrante, c'est qu'il est considéré qu'aucune institution, même la meilleure soit-elle, ne pourrait faire à elle seule délivrer l'ensemble des compétences requises pour être un véritable professionnel. Quelques défis de ce système sur lesquels je reviendrai pour certains, c'est évidemment l'équité d'accès et l'équité de traitement pour deux raisons. C'est que trouver une place d'apprentissage avant de pouvoir commencer sa formation, c'est quelque chose qui occupe la tête des jeunes en dernière année de scolarité obligatoire. Parfois, il faut faire 50 lettres à des entreprises pour pouvoir être pris enfin, avoir sa place d'apprentissage, pour pouvoir faire sa formation. Et c'est souvent pas exactement dans le domaine que j'aurais voulu. Je voulais être coiffeuse et puis j'ai trouvé dans les chaussures, par exemple. C'est des choses comme ça qui, évidemment, ont un impact et qu'il faut essayer de régler. Et évidemment, un aspect aussi beaucoup plus important, ça modifie un tout petit peu la donne de l'égalité des chances d'accès. Si vous êtes le fils ou la fille d'un client du garage X qui s'intéresse à la mécanique, pour garder son client, on lui prendra son fils en apprentissage. Mais si vous n'êtes pas bien inséré, si vous n'avez pas les relations qu'il faut, etc., si les parents n'ont pas ça peut poser des difficultés supplémentaires. Donc on a des formules intermédiaires qui s'appellent des pré-apprentissages ou des formules qui, pour ceux qui n'auraient pas trouvé de place d'apprentissage, permettent quand même momentanément de compléter leur formation et on les entraîne à demander ou trouver une place d'apprentissage, on les aide à trouver une place d'apprentissage parce que le système est comme ça, il faut trouver cette place, il faut avoir ce contrat d'apprentissage pour pouvoir continuer. Mais globalement, l'offre égale la demande, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne trouvent pas sont relativement peu nombreux, moins de 1%, et après ces petits ajustements, mais ce n'est pas toujours exactement la place rêvée, ce n'est pas toujours exactement ce que j'aurais voulu. Un autre aspect, c'est que comme une bonne partie de la formation est faite dans les entreprises, toutes les entreprises ne sont pas équivalentes aussi du point de vue du soin qu'elles apportent à la formation des jeunes. Pour certains, c'est une force de travail relativement bon marché, puisqu'ils ont un petit salaire, mais qui n'est pas très conséquent. Et pour d'autres, alors, au contraire, c'est une vocation à l'éducation qu'on retrouve dans certaines entreprises. Donc il peut y avoir des différences ici qui font que l'égalité de traitement n'est pas toujours assurée. Mais les aspects sur lesquels je voudrais parler aujourd'hui, c'est la question de la gestion du système, comment un tel bateau se mène, se pilote, et puis surtout comment a lieu la coordination entre ces différents sites de formation. Et quand on nous a accordé ce projet de travailler à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la formation professionnelle, on a tout de suite, on s'est réunis un moment entre les chercheurs, puis on a dit mais on ne va pas travailler à créer quelque chose qui est directement pris de ce qui se fait en amphi ou de ce qui se fait dans les écoles. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien de spécial dans les cours en formation professionnelle à l'école professionnelle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir justement que ces technologies qui s'appellent technologies de l'information et de la communication, comment on pourrait les utiliser justement pour faire se communiquer entre eux ces différents lieux de formation, ces différents contextes de la formation et les personnes qui y officient. Alors, juste quelques éléments pour poser le problème. On parle souvent dans les
l'école, ils apprennent des choses qu'il faudrait qu'ils puissent transférer dans la pratique. La justification de l'école pourrait être ça, on leur enseigne des choses pour les transférer dans la pratique. Mais le concept de transfert, il est relativement, en tout cas le transfert cognitif classique, celui qu'on lit dans la littérature de psychologie cognitive, il est relativement peu adapté parce qu'il implique la similarité des contextes, il implique au moins que les situations ou les tâches soient le plus semblables possible pour que ce transfert d'un savoir enseigné quelque part puisse s'opérer dans un autre contexte. Et d'ailleurs, on travaille pratiquement que dans ce sens-là, ce que j'ai appris en formation, par exemple dans la formation continue, on voit beaucoup de travaux là-dessus, si je vais faire une formation continue, mon entreprise me paye de façon à ce que je le transfère, ce que j'ai appris là, dans l'entreprise. Mais on ne travaille jamais, dans la littérature en tout cas, sur le transfert inverse. Est-ce que ce que j'ai appris sur le lieu de travail, dans l'entreprise, je peux le transférer d'une manière ou d'une autre pour mieux comprendre les cours. Et j'avais fait un temps des études justement sur la motivation où on voit que c'est, de temps en temps, c'est quand ils finissent en général, quand ils finissent l'école obligatoire, qu'ils commencent la formation professionnelle, ce qui soutient leur motivation, c'est le fait de pouvoir être maintenant inséré dans l'entreprise, avoir sa tenue vestimentaire de chez Porsche, que si je travaille dans un garage, ou etc. Et c'est pas ça. Bon, par défaut, je me motive aussi un tout petit peu à l'école, mais l'école, c'est vraiment la chose que j'ai quittée avec plaisir. Maintenant, je suis un ouvrier, maintenant, je suis reconnu dans mon métier, dans mon univers professionnel. Et l'école, c'est encore ce genre de truc que j'ai quitté parce que j'aimais pas trop. Ces questions-là, après, ça pourrait être intéressant de voir si la motivation dans le lieu de travail pour ce métier-là ne peut pas soutenir aussi un peu la motivation pour l'école professionnelle. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, à l'inverse, quand on va finir la formation, là où on risque d'échouer, c'est à l'école. C'est pas sur le lieu de travail, parce que dans le lieu de travail, dans l'entreprise, on a été encadré de telle sorte que personne n'a de risque d'échouer. Et le toit, si vous voulez, l'examen final, il a une composante pratique, métier, si vous voulez, et une composante théorique. Et les apprenants n'échouent jamais à la partie pratique. Ils échouent éventuellement à la partie théorique. Et c'est d'ailleurs la grande crainte des entreprises, c'est que l'école me le fasse échouer en deuxième année. Vous vous rendez compte, j'ai investi pour former cet apprenti, il fait très bien le boulot, et simplement parce qu'il se trompe dans les calculs, à l'école, ils ne veulent pas le garder. Alors on voit très souvent les entreprises, le vendredi après-midi, demander aux jeunes comment je peux t'aider pour l'école. Et c'est intéressant parce que tu as des difficultés, mais je vais essayer de t'expliquer. Je vais prendre des cas pratiques de chez nous pour te montrer comment ça se fait, etc. Donc, il y a des transferts aussi dans les deux sens, et la théorie du transfert n'est pas très, très utile pour ça. Sauf peut-être un modèle. Il y a les transferts cognitifs, si vous voulez, je passerai ça. Il y a des théories du transfert cognitif, il y a des théories situées du transfert, il y a des théories socio-culturelles du transfert. Celle qui est peut-être la plus utile, c'est celle qui est liée à l'activity theory de Engström. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi il s'agit, mais c'est des transferts Engström a appelé des transferts développementaux, c'est-à-dire que c'est
avec le temps, je change un tout petit peu ma représentation de mon environnement et je peux transférer certaines choses, mais c'est pas moi seul qui évolue, c'est tout le système, toute ma relation à tout mon système environnemental qui évolue. Et le modèle, si vous voulez, se présente un peu comme ça. Il y a un activity system de l'école où je suis avec des camarades, où je suis avec des enseignants, où j'ai certains outils. Et puis j'ai un activity system de la place de travail où je suis avec d'autres personnes. Ma communauté, c'est autrement. La division du travail, elle est différente, les outils à disposition sont différents, les tâches qu'on me demande sont un peu différentes, etc. Et l'objectif du transfert, c'est d'essayer de rapprocher, et Engström décrit bien comment l'idée dans ce système-là, c'est de rapprocher en fait, que ce soit pas les individus qui passent d'un système à l'autre, mais que ce soit tout le système que j'arrive à mettre en miroir sur l'autre système. Et d'ailleurs, si on regarde bien la littérature sur le transfert cognitif, il y a de très bons travaux qui ont été faits ici autour de Marianne Freinet, par exemple, ou des gens comme ça. On voit souvent des phrases comme celle-ci, ici, le processus restera inabouti si les acteurs de la relation pédagogique ne se sentent pas concernés par les nouvelles ressources pédagogiques que sont l'apprentissage du transfert et l'accompagnement des apprentissages. Donc déjà dans cette perspective aussi, on indique que finalement le transfert, ce n'est pas une affaire d'un individu d'un contexte à l'autre, c'est une activité qui doit inclure tout le contexte dans un lieu et le contexte dans un autre lieu n'est pas le même, et c'est apprendre à faire jouer, à rapprocher l'un et l'autre. Alors, pour cette présentation, j'ai décidé d'essayer de me livrer à une réflexion en termes de métaphore. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette situation de l'alternance? Quelle serait la métaphore qui serait la plus appropriée, basée sur le fait non seulement que en sciences de l'éducation, on voit des auteurs qui disent que la métaphore est finalement une assez bonne manière d'expliquer une situation complexe. On y plaque une métaphore et on regarde si ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe dedans. C'est une phrase tirée d'une keynote d'un chercheur à l'American Educational Research Association, donc à vraiment la mecque de la réunion des chercheurs en sciences de l'éducation, et qui essayait de montrer que parfois la métaphore nous aide à progresser. Alors j'ai essayé quelques métaphores, parce qu'effectivement dans la littérature on en trouve. La première métaphore par rapport à un système comme ça dual, c'est la métaphore du fossé, le fossé entre la théorie et la pratique, le fossé entre l'école et l'entreprise, etc., avec quelques-unes des dimensions que la littérature met en évidence. À l'école, on cherche à amener l'apprenant à dégager des savoirs conceptuels. Sur le lieu de travail, c'est plutôt des savoirs procéduraux. À l'école, c'est plutôt des savoirs universels qui sont vrais, qui sont tellement abstraits, qui sont vrais dans toutes sortes de situations. Sur le lieu de travail, c'est vraiment des savoirs spécifiques, qui sont concrets, qui se prêtent à tel modèle de voiture, on le traite autrement que tel autre. Vous cherchez un fusible dans une voiture, il n'est pas du tout au même endroit d'une voiture à l'autre. Donc, ou les pannes, tel modèle de voiture, il a des pannes de ce type-là, et tel autre modèle, il a... Alors, je ne fais pas le diagnostic de la panne de ce modèle à un autre modèle de la même manière. C'est très spécifique, c'est très concret, les démarches qu'il faut faire.
Dans les écoles ou à l'école, les solutions, c'est juste ou c'est faux, c'est rouge ou c'est pas rouge, quoi. Et tandis que sur le lieu de travail, on ne cherche pas toujours la solution juste. On cherche la solution optimale, celle qui réglera le problème. Mais peut-être que si on avait eu plus de temps, si on avait eu plus de moyens, on aurait trouvé une solution plus durable, plus solide, etc. Mais celle que j'ai mise en place, elle va tenir, elle va faire. Donc elle est optimale par rapport à la situation, mais elle n'est pas forcément juste ou plus fausse qu'une autre. Dans l'école aussi, les auteurs ont montré que on a des explications, ça peut être une théorie, on cherche si c'est cette théorie-là ou cette théorie-là qui explique le mieux un phénomène, mais c'est l'une ou l'autre. Sur le lieu de travail, on utilise parfois des explications qu'on appelle composables, c'est-à-dire ça s'explique un peu à la façon d'eux, mais ça s'explique aussi un peu à cette façon-là, et on peut mettre ensemble ces explications pour avoir la solution pour comprendre ce qui s'est passé. Encore d'autres différences qu'on pourrait mettre en évidence, par exemple, même si elles évoluent un tout petit peu, mais c'est qu'à l'école, essentiellement, il faut trouver la solution tout seul. Tandis que dans les entreprises, on peut très bien faire appel à quelqu'un si j'ai une difficulté. Et la conséquence, c'est que dans les entreprises, on fait tout pour éviter l'erreur. L'erreur, il ne faut absolument pas la commettre. Imaginez la conséquence si l'apprenti fait une erreur. Donc tout le système s'organise pour apprendre à l'apprenti. Si tu as un doute, si tu ne sais pas, demande, mais en tout cas, fais pas la chose qui ferait que quand le client vient rechercher sa voiture le soir, on lui dit écoutez, votre voiture, il y a des morceaux ici et là, mais on n'a pas trouvé comment la réparer. C'est pire maintenant qu'avant. C'est pas possible. Donc l'erreur, il faut la proscrire. À l'école, par contre, l'école, c'est souvent quelque chose qu'on utilise pour rebondir. On regarde d'où, comment l'erreur a pu survenir, comment est-ce qu'on pourrait y remédier. Il y a toute une série de travaux qui montrent les bienfaits de l'erreur pour l'apprentissage à l'école. L'école se permet des erreurs que le monde du travail déteste. Alors cette métaphore du fossé, si vous voulez, elle a été utilisée notamment par exemple dans la formation des enseignants. On dit bien ce qu'on apprend à la fac et ce qu'on apprend quand on est en stage, c'est totalement différent. Tout ce que j'ai appris à l'école, disons à la faculté ou à la haute école pédagogique, ça ne sert à rien à l'école. Et puis ce que je fais à l'école, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris et tout. Ou dans la santé, les gens de la santé disent aussi souvent, mais quand je suis en stage, je ne peux rien utiliser de ce que j'ai appris à l'école. Mais certains travaux ont bien montré que cette impression, elle diminue progressivement avec la compétence. Les débutants ont beaucoup cette impression, mais ceux qui sont plus avancés commencent à voir les liens, à voir que ce n'est pas si disparate et que ça peut s'articuler. Il y a aussi une métaphore qui est utilisée des fois pour décrire cette situation de l'alternance, c'est la métaphore des barrières. Alors, ici, c'est plutôt pour des situations bien particulières, mais c'est par exemple pour le fonctionnement des groupes, lorsque des groupes se rencontrent et que, par exemple, ils ne parlent pas la même langue, les rencontres internationales, la barrière des langues. Et il faut trouver comment mettre ensemble ces deux discours, ces gens qui ne se comprennent pas. C'est un peu comme le discours des profs et le discours du patron ou du maître d'apprentissage dans l'entreprise. Mais on est dans un même système. Cette fois-ci, on n'est pas dans deux systèmes ou dans deux lieux, deux contextes différents. Alors là, on a la clé pour ces divergences ou ces difficultés, c'est les traducteurs ou les interprètes, bien entendu. Mais dans les communautés de pratique, par exemple, il y a un peu une situation analogue.
ou dans les équipes pluridisciplinaires, quand vous faites travailler un technicien, un informaticien, un pédagogue, un psychologue ensemble, on utilisera volontiers la notion de brokers. Les brokers, c'est ces agents qui permettent de faire se comprendre des gens qui parlent une autre langue, qui viennent d'une autre culture, qui ont une autre formation, etc. Donc dans le champ des communautés de pratique, qui est ce champ qui se développe beaucoup maintenant dans les sciences de l'éduc, on exploite cette notion, mais elle vient des milieux économiques. C'est ces agents qui font se rencontrer des demandeurs et des offreurs, qui font se rencontrer des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes perspectives, etc. Alors, je pense que cette métaphore, elle est intéressante, mais elle a aussi ses limites, parce que si je prends dans la littérature scientifique qui décrit ça, c'est surtout dans la littérature germanophone, parce que cette formation en alternance, elle a été beaucoup travaillée là-dedans, mais j'ai trouvé aussi des travaux belges, chez Christian Marois et Doré, 2001, où ils ont essayé de travailler à ces manières de s'entendre, ces manières de collaborer entre gens qui ne viennent pas du même horizon, qui n'ont pas la même formation, qui ne parlent pas la même langue, etc. Et il y aurait, semble-t-il, 3 niveaux pour bien coopérer dans la communication intersites, dans la manière de gérer les échanges. Entre parenthèses, il y a la manière dont Marois et Doré en parlent. Avant, il y a la manière dont Den Bostel ou Euler en parlent dans la tradition germanophone. Mais je crois que c'est assez parallèle. Le premier niveau, c'est on s'échange aux besoins. Et ça, on le voit souvent dans la formation professionnelle. Quand vous allez discuter avec les formateurs en entreprise ou quand vous allez discuter avec les enseignants à l'école professionnelle, on ne se parle pas. Mais c'est bon signe. On ne se parle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. On se parlera quand ? On se parlera quand il y aura un problème. On se parlera quand un apprenti ira pas bien, on téléphonera peut-être à son prof à l'école pour savoir, est-ce qu'à l'école aussi, il présente ces mêmes comportements bizarres, est-ce qu'il vient aussi en retard, est-ce qu'il n'est pas précis, etc. Ou bien le prof téléphonera au patron d'un de ses élèves pour savoir si... Mais au travail, comment il est ? Est-ce qu'il est aussi comme ça ? À l'école, ça ne va pas, il n'est pas consciencieux, il est tout le temps distrait, il n'est pas concerné. Est-ce que c'est la même chose ? Alors, si les deux lieux se parlent, ce n'est pas forcément bon signe. Et c'est ça dans ce premier niveau. On s'échange des informations sur l'apprenant, mais seulement s'il y a un problème. Sinon, non. Moi, je m'occupe de ce qui est ma responsabilité, toi tu t'occupes de ce qui est ta responsabilité, et si on ne se parle pas, chacun sait où il va. Vous comprenez bien que c'est pas terrible comme communication, on peut sûrement en faire mieux. Alors il y a un deuxième niveau dans ce modèle, c'est l'accord négocié au préalable entre les partenaires, c'est-à-dire un cahier des charges. Un cahier des charges établi à l'avance. Ça se fait chez toi, ça se fait chez moi. Ça, c'est transmis à l'école, ça, c'est transmis dans l'entreprise. Et pas aussi grossier que ça, si vous voulez. C'est d'une manière générale, peut-être souvent un peu plus précis. Certaines choses, l'aspect pratique du démontage de tel outil se fait sur le lieu de travail. Et l'explication théorique se fait à l'école. Donc et tous les plans de formation sont construits comme ça. Il y a 3 colonnes. Il y a ce qui se fait
à l'entreprise, il y a ce qui se fait sur le lieu de travail, et puis il y a au milieu les choses qui se font un peu des deux côtés, et puis il y a des entrées latéralement, qui sont les thèmes sur lesquels on doit travailler, etc. Seulement dans les... Marois et Doré parle ici de registre industriel. C'est un peu comme si il y avait un cahier des charges avant de développer un produit. On se fait un cahier des charges. Vous nous faites ça, vous nous livrez ça à telle date. Nous, on fera telle composante et puis après, on fera le montage, etc. C'est pré-négocié. Et puis après, on espère que les plans soient tenus par les uns et par les autres. Mais ce n'est pas encore vraiment la meilleure manière de communiquer, parce que chacun est pris dans sa propre logique. Alors il y a certaines professions avec lesquelles on a travaillé où c'est tout à fait... c'est le calendrier qui dicte la logique. Par exemple, les fleuristes, eh bien, il y a la Saint-Valentin, il y a la période où il y a les tulipes, après il n'y a plus les tulipes, etc. Donc on va pouvoir travailler et dans l'entreprise et à l'école sur les mêmes types de fleurs, les mêmes événements, etc. Il y a la période où tout le monde se marie, juste à fin juin, comme ça, avant les vacances. Il faut des bouquets de mariés, il faut des décorations florales d'un certain type. Oh, les enterrements, c'est un peu plus aléatoire, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Le chocolat, c'est aussi un peu pareil, quoi. Il y a les œufs de Pâques, après il y a des choses comme ça. Mais il y a, dans beaucoup d'autres métiers, il n'y a pas ça. Et c'est très très difficile. On travaille avec des charpentiers, par exemple. Ils travaillent sur certaines constructions. Dans la construction, c'est vraiment dépendant de quel est le contrat que j'ai comme entreprise. Je fais tel type de construction et je ne fais pas de la villa. Et à l'école, on traite des toits en pente, comme ça. Et nous, on fait des villas à toit plate. On ne travaille pas sur les mêmes choses. Donc, ce n'est pas possible pour un apprenti de dire j'aimerais bien dans l'entreprise faire un toit plat parce que c'est ce qu'on est en train de travailler à l'école. Donc les logiques des lieux sont différentes et c'est absolument pas possible de coordonner les deux choses, même si ce serait bien qu'on voit la théorie et la pratique en même temps. Alors ces plans de travail précisent qui fait quoi, mais pas quand. On ne peut pas le faire. Merci. Alors, c'est déjà un peu mieux, mais ça ne garantit pas les incompréhensions ou les difficultés. Alors, dans le modèle de la coopération entre les différents lieux de travail, les coopérations intersites, Lernortkooperation, ça s'appelle en allemand, il y a le troisième niveau qui m'a fait penser un peu au Diable Rouge. Là. C'est parfaitement. C'est le travail en équipe. Il y en a qui sont des attaquants. Il y en a qui sont des défenseurs. Mais les attaquants ne peuvent pas dire quand la défense a un problème, écoutez, ça c'est votre problème, moi j'attends devant le but adverse que vous me repassiez le ballon. Débrouillez-vous, c'est votre boulot. On voit même des fois Courtois partir dans le 16 mètres adverse pour essayer de marquer un but. On travaille en se prêtant assistance, on sort du cadre. On a été engagé comme gardien, entraîné comme gardien, mais on peut sortir. On a été attaquant, ou on est attaquant sur le papier, mais si nécessaire, on va prêter main forte à la défense. Et c'est ça le système optimal, mais peu de collaboration y arrive parce qu'effectivement, en principe, les entreprises, elles sont dans leur logique, elles sont prêtes, elles sont sur un autre champ d'activité que les écoles. Mais, comme je vous disais, le vendredi après-midi, souvent, les entreprises aident l'apprenti sur les matières scolaires ou on fait revenir le retraité qui a un peu de temps, qui est d'accord de s'occuper des apprentis, etc. Ou bien dans les écoles, on explique parfois des choses que l'apprenti a du mal à comprendre sur le lieu de travail. Il pourrait y avoir des choses comme ça. Et c'est là justement que nous, on vient s'inscrire avec notre système informatisé. Je vous expliquerai tout ça. La dernière métaphore
que j'ai trouvé dans la littérature et qui est beaucoup utilisé, c'est en quelque sorte la métaphore du frontalier. Et on voit dans la littérature beaucoup de travaux autour de ces idées, le boundary zone, la zone frontière. Ça, c'est justement le modèle d'Engeström où on essaie de rapprocher les deux systèmes et de faire travailler sur cette zone frontière. Le boundary crossing, c'est justement l'idée de passer régulièrement la frontière, un peu comme le frontière, vivre régulièrement dans une zone frontière, ça l'habitue à passer ses frontières et à jouer des deux identités. Chez nous, en Suisse, il y a beaucoup de frontaliers, si vous voulez, qui viennent travailler en Suisse et qui habitent en France. Alors, ils savent jouer de ces deux choses. Ils ont deux porte-monnaies. Ils ont un porte-monnaie en euros, un porte-monnaie en francs suisses. Ils savent où on peut se procurer ceci ou cela. Ils savent que la manière de circuler en Suisse et la manière de rouler en France n'est pas la même. Il faut s'adapter quand on passe la frontière. Et ils savent jouer de ça. Et justement, c'est parce que, mais ça ne les empêche pas de se construire une identité bien claire, une identité de frontalier. Je suis un peu. Si tu me demandes mon passeport, je suis d'un côté. Si tu me demandes mon salaire, je suis de l'autre côté, etc. Donc, ils sont dans cette zone-là. Dans la littérature de l'artificial intelligence, on a aussi souvent cette idée dans les systèmes distribués. Il y a de ces objets qui sont à l'articulation et qui c'est le même objet, mais qui peut être saisi par tel sous-système ou par tel autre système, et il peut à un moment donné appartenir à tel système et parfois appartenir à d'autres sous-systèmes. Et puis il y a une dernière métaphore sur laquelle je vous invite à réfléchir et que j'utilise aussi dans mes réflexions, c'est la métaphore du sas ou du passage par des espaces intermédiaires. Parce que le frontalier, il passe la frontière, j'ai mis exprès cette image du train, on ne voit même pas qu'on a passé, etc. C'est peut-être pas optimal. C'est pas optimal parce que on se rend pas compte qu'on a passé, on voit pas passer les frontières. Il y a peut-être une métaphore qui est plus utile. C'est la métaphore justement de ces espaces intermédiaires. Une métaphore que j'aime bien, c'est les écluses. Si vous passez d'un lieu à un autre, d'un niveau de rivière à un autre niveau, vous entrez dans une écluse. Et là, ça se passe lentement jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver dans l'autre niveau. Vous avez tout le temps de réfléchir, vous avez tout le temps de penser. Tandis que dans le modèle de l'alternance, qui irait comme ça, on est tantôt là, tantôt là, tantôt là, tantôt là, et on n'a pas le temps de faire ces liens. Là, dans l'écluse, on voit monter le niveau, ou on voit descendre le niveau. Et en même temps, on a aussi souvent, pour les grandes écluses en tout cas, besoin de tout un personnel de part et d'autre. De part et d'autre de l'écluse, il y a ceux qui assurent la fermeture d'un côté, l'ouverture de l'autre, ceux qui assurent la montée du niveau, etc. Donc tout ça, c'est des modèles aussi intéressants et ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Je trouve qu'on devrait plus utiliser ça plutôt que ces passages instantanés d'un monde à l'autre avec le saut entre les deux qu'il faut faire très rapidement. Et d'ailleurs, cet espace intermédiaire, il peut très souvent aussi être virtuel, c'est-à-dire il peut très bien ne pas exister physiquement. C'est par exemple les journaux de stage, ces documents-là, les dossiers, les portfolios de compétences. En quelque sorte, ça joue ce rôle de sas, d'espace intermédiaire. On n'est plus dans l'entreprise, on n'est pas à l'école,
mais on peut mettre dans ce dossier des choses de l'école qu'on peut éventuellement faire voir à l'école par le professeur. Il y a des séminaires comme ça, tripartites par exemple dans certaines institutions, où ces objets-là sont examinés par plusieurs personnes venant des contextes différents. Puis je voudrais maintenant vous parler de notre modèle, c'est le modèle qu'on a appelé l'Erfahrraum. C'est un concept qui n'existe pas. C'est un mot qui n'existe pas. Il a été inventé par Pierre Dillenbourg, mon collègue à l'École Polytechnique à Lausanne. C'est en fait une composition de deux mots. C'est Erfahr, parce que c'est la traduction de expérience. Et puis c'est Raum. C'est un espace où je peux réfléchir sur mes expériences. Et ce concept, on l'a symbolisé de cette manière, où vous avez en fait deux espaces, l'espace physique, où vous avez clairement une distinction entre l'école et le lieu de travail, c'est la partie supérieure, et puis l'espace digital où justement vous pouvez faire se réunir l'espace de l'école ou le sous-espace de l'école et l'espace du lieu de travail. Et dans ce concept qu'on utilise maintenant pour penser l'alternance, on peut effectivement, on ne peut pas faire passer facilement des objets ou des compétences ou des savoirs dans l'espace physique, mais on peut plus facilement les faire passer dans l'espace digital. Et c'est justement là qu'arrivent ces technologies pour pour créer cet espace intermédiaire. Et alors, je vous donne un exemple. Ici, prenons un exemple. Les activités réalisées dans l'entreprise par l'apprenti sont sélectionnées, capturées sur place avec des photos, des vidéos, des commentaires audio. Prenons un exemple, un cuisinier, la ratatouille telle qu'on l'a fait chez nous, dans l'entreprise où je travaille. Il se trouve que c'est un restaurant 3 étoiles, guide Michelin, Go Emilio, etc. Et on a une certaine façon de faire la ratatouille. Alors je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Ou bien au contraire, je fais ma formation dans une entreprise, mettons dans une université ou une école, et je fais la ratatouille pour les élèves dans la mensa de l'université. C'est pas la même ratatouille, c'est pas le même plat, c'est pas la même chose. Ce qui fait que quand on amène tout ça à l'école, on peut commencer à confronter la ratatouille du restaurant 3 étoiles avec la ratatouille de la cafétéria universitaire. Et puis les apprentis peuvent discuter ensemble sous la direction de l'enseignant qui organise des rencontres de ratatouille, si vous voulez, pour comparer les recettes et puis essayer de voir ce qui est commun, ce qui n'est pas commun. Et en fait, après, une fois qu'on a vu les différences, les ressemblances, troisième cas possible, quelqu'un travaille dans une cafétéria ou dans un service hospitalier. C'est d'autres paramètres. La ratatouille, elle est apprise dans le cas où on compte les calories, on compte les valeurs nutritives, etc. des choses, ce qui n'est pas du tout le cas forcément dans le restaurant 3 étoiles, ce qui n'est certainement pas le cas aussi dans la cafétéria de l'université. C'est d'autres paramètres. Et finalement, je réalise une seule façon dans ma formation pratique, mais je peux, par le transport dans cet espace intermédiaire, agrémenter ma représentation de la ratatouille, enrichir par la manière de voir d'autres camarades qui ont travaillé dans d'autres contextes. Et puis ensuite,
différentes remarques au sujet de la ratatouille, je peux les réinjecter dans la pratique, puis en parler à mon formateur, mais je peux aussi les mettre dans mon dossier de formation, et puis ensuite, quand je sortirai de ma formation, j'aurai la ratatouille et toutes ses déclinaisons possibles, c'est-à-dire j'aurai appris non seulement comment on l'a fait chez nous, mais je serai aussi fonctionnel si je suis engagé par la suite dans un autre contexte où c'est pas la même façon, où c'est pas... Donc je vous parlais de ces inégalités d'opportunités parce que les contextes de formation ne sont pas les mêmes pour tous les apprenants. Là, vous pouvez comme ça enrichir avec ça à travers le passage d'un contexte à l'autre, puis le retour dans la pratique une impression de compétence qui est plus élargie que si vous prenez seulement ce qui est appris sur le lieu de travail. Donc j'ai parlé de ce dossier de formation parce que le dossier de formation en Suisse fait partie des exigences de toutes les formations. Les formations, toutes doivent amener les apprentis à développer un dossier de formation. Et on a fait une enquête récemment sur c'est quoi pour vous un dossier de formation. On a posé à des apprentis de toute une diversité de professions, en particulier des dessinateurs de mode, des électroniciens multimédia, justement des cuisiniers, ou des fleuristes. Et en fait, on leur a posé des questions. Est-ce que, selon toi, le dossier de formation, c'est, par exemple, un endroit où tu décris des gestes professionnels, ou est-ce que c'est un endroit où tu documentes une pratique, ou est-ce que c'est un endroit ou un espace où tu peux faire se relier les choses apprises à l'école et en entreprise. Et dans toutes les professions, si vous voulez, là les apprentis devaient utiliser une échelle, 1 pas du tout d'accord, 6 tout à fait d'accord. Et finalement, on voit que dans la plupart des groupes, ce qui domine, c'est l'idée de la formation le dossier de formation pour décrire des procédures. Comment est-ce qu'on fait ceci, comment on fait cela, etc. Comment on fait une robe plissée, comment on fait un pantalon tel cintré, comment on fait, etc. C'est ça qui mettent les dessinateurs de mode dans leur dossier de formation, par exemple. Et on voit que c'est toujours, ou presque toujours, cette colonne-là, donc cette première acception du dossier de formation qui est dominante dans toutes les professions, sauf ici. Je vous expliquerai après ce que c'est. Ensuite vient l'idée que c'est un endroit qui permet de réfléchir, parce que créer ce dossier de formation, documenter, ça m'oblige à réfléchir à une pièce à réaliser, à un dossier, à une pratique à effectuer. Puis seulement après, c'est le plus bas, là où ils sont le moins d'accord, c'est une manière de lier les deux. C'est différent dans ce groupe-là. Ce groupe-là et ce groupe-là, c'est les mêmes apprentis. Enfin, ils viennent du même corps professionnel, c'est justement des cuisiniers. Mais certains ont fait partie de notre projet, c'est-à-dire ils ont travaillé dans la métaphore de l'Erfahrraum et d'autres pas. Et vous voyez que là, il y a une différence. Les nôtres, ceux qui ont travaillé avec nous, ils ont effectivement, finalement, changé un peu leur conception de à quoi ça sert ce dossier de formation. Eh bien, c'est devenu ça, la fonction majoritaire, ou disons ce avec quoi ils sont le plus d'accord. Ça permet de lier les deux contextes de formation, alors que comparativement, si vous voulez, chez les autres, dans la même profession, le jugement est différent.
Un autre aspect qui peut-être vous a frappé, ou j'imagine que vous avez dû vous en rendre compte, c'est que dans ce modèle, l'accompagnement est différent dans les 4 cases. Le rouge symbolise l'accompagnement par le formateur en entreprise, le bleu, l'accompagnement de l'apprenti par son enseignant. Et puis, il y a tout cet espace, ici et là, où ils sont encadrés par un seul accompagnant. Tandis qu'ici, ils sont encadrés par les deux. Les deux peuvent intervenir. Et on a fait une version, si vous voulez, digitalisée de ce concept qu'on appelle... vous voyez tout ce que c'est, hein, c'était le symbole d'un pont, si vous voulez, qui relie les deux rives, mais qui crée en même temps tout un espace intermédiaire. Ce n'est pas juste un pont, il se passe des choses là au milieu, etc. Et on a appelé cette plateforme, si vous voulez, on voulait l'appeler Rialto, mais on a vu que ça existe déjà, et si vous tapez rialto.com ou quelque chose comme ça, vous tombez sur toute autre chose que ce qu'on voulait. Donc on a appelé ça Réalto, mais ça, il y a l'idée aussi, c'est parce qu'on est dans la réalité, quoi, si vous voulez. Hein. Et puis quand on le prononce, ça peut devenir Rialto, et puis nous on doit faire attention que ce soit la même sonorité pour les francophones, pour les germanophones, pour les tessinois, donc on a été obligé de trouver un son comme ça un peu hybride, mais c'est en fait une plateforme. C'est une plateforme, mais à la différence des autres plateformes, il y a un accès apprenant, un accès enseignant et un accès formateur. Pas avec les mêmes droits, ils n'ont pas tous les mêmes droits, mais ils peuvent arriver tous avec leur regard sur cette plateforme. Et donc, par conséquent, ces dossiers de formation, par exemple, ou des activités que l'enseignant propose aux apprentis, à ses élèves, la réponse des apprenants peut aller dans ce dossier auquel le formateur de l'apprenti peut avoir accès et voir ce que l'apprenti a fait. Mais en même temps, il voit ce que l'enseignant a demandé comme activité à son élève, etc. Éventuellement même, il peut voir le délai que l'enseignant a mis à la reddition de l'activité et il peut pousser son apprenti en lui disant « Hé, t'en es où par rapport au travail qu'ils t'ont demandé là, etc. » Et si le travail qui est demandé, c'est un travail justement dans le sens que je vous disais avant, où il faut documenter une pratique, amener des photos de l'entreprise pour documenter la ratatouille de chez nous, etc. Donc on peut avoir comme ça, peut-être même le formateur concerné par l'idée d'amener les meilleures photos de la ratatouille telle qu'on l'a fait chez nous pour bien mettre en évidence les qualités de mon suivi, mon encadrement, pour que l'enseignant après puisse citer la manière de faire chez moi. Donc cette plateforme qu'on a développée avec des informaticiens, avec des gens qui nous ont aidés, bien entendu, ça n'a pas été développé comme ça. Elle est proposée chez nous en Suisse depuis 2015 à toute une panoplie de formations. La plupart en formation initiale, justement ce niveau ISCED 3, c'est-à-dire juste au sortir de la formation obligatoire. Il y a 5 associations professionnelles qui ont adopté comme étant leur manière de travailler cette plateforme. Il y a un usage malheureusement très marginal des enseignants parce que ça les oblige évidemment à travailler un peu autrement parce qu'ils doivent travailler sur des productions que les apprentis ont amenées de leur lieu de travail, mais pas forcément au moment où ils l'ont amené, vu que c'est dans la plateforme. Ils peuvent aller la rechercher plus tard, quand ils y arriveront. Tandis que si vous demandez à un apprenti, vous avez déjà vu ça, etc.,
il réfléchit un moment, puis il dit ouf, si je dis oui, il va m'embêter, j'ai meilleur temps de dire non, quoi. Comme ça, je m'en sais. Et effectivement, c'est vrai que peut-être on a oublié comment ça, on avait fait ça dans l'entreprise, etc. Donc là, il y a des traces, il y a des choses qui restent. Mais dans les écoles professionnelles, on ne sait pas très très bien comment l'implémenter, c'est-à-dire la faire adopter, parce que même des fois, on va par la direction de l'école qui dit oui, qui signe qu'elle va l'utiliser, puis après, elle fait des ateliers pour les enseignants, et puis les enseignants, ouais, bon, d'accord, mais je suis à 2 ans de la retraite, je ne vais pas commencer à tout changer, ma façon d'enseigner, etc. Donc, c'est pas facile. Alors, on a testé plusieurs modèles pour essayer de savoir comment mettre au parfum et former ces différents éléments. Hein. Donc, les enseignants, les formateurs en entreprise et les apprentis à l'utilisation de cette plateforme. Et on a dernièrement conduit une expérimentation pour tester lequel de ces ateliers, laquelle forme, type d'atelier est le plus efficace. Alors, il y a des ateliers auxquels participent les enseignants et leurs étudiants. On va dans les écoles, on convoque les enseignants convoquent leurs étudiants et on les forme, puis après charge à l'étudiant, quand il est transformé en apprenti, de convoquer et de montrer cette chose à son formateur en entreprise. Ou bien il y a des fois des ateliers qui vont dans l'autre sens. C'est l'association professionnelle qui nous mandate de venir former leurs membres, donc des professionnels de la discipline, à l'utilisation de cette chose-là. Et puis il y a une troisième forme d'atelier, c'est des ateliers auxquels participent les 3 partenaires ensemble. Ça se passe en général en école. C'est l'enseignant qui convoque non seulement ses apprentis ou ses élèves, mais qui fait venir aussi les formateurs en entreprise de ses apprentis. Il ne faut pas oublier que l'enseignant, dans les écoles professionnelles, c'est souvent un ancien de la corporation. Il a été pendant longtemps dans la profession, puis maintenant il a peut-être encore tout son réseau, il les connaît tous, les formateurs chez qui ses élèves sont. Donc, pour simplifier, ça c'est le teacher apprenti, ça c'est le superviseur apprenti, et ça c'est la formule où il y a les 3. C'est un peu compliqué peut-être, mais parce que la manière dont c'est décrit n'est pas tout à fait claire, mais on les retrouvera tout à l'heure. On a aussi pris 3 types d'indicateurs pour savoir qu'est-ce qui serait le plus efficace. L'indicateur où c'est le nombre de photos déposées par l'apprenti pendant l'année, le nombre de dossiers de formation déposés par l'apprenti, mois par mois, le nombre moyen sur la classe, puis après le nombre de réponses fournies par un apprenti aux activités proposées par l'enseignant à l'école. C'est des nombres, c'est pas la qualité, parce qu'en fait, les données qu'on a sont directement tirées de ce que la base de données enregistre. Chaque fois que l'apprenti se logue et qu'il dépose quelque chose, ça enregistre un clic dans la base de données. Tel apprenti a déposé un dossier de formation, ou tel apprenti a déposé une photo, ou tel enseignant a lancé une activité, ou tel formateur a fait un feedback à tel dossier, etc. Donc, ce n'est pas la qualité. On sait que ce n'est pas la qualité, mais c'est voir un peu est-ce que ça circule là-dedans, est-ce que c'est utilisé, qui fait quoi. Alors, on a mené une étude sur la profession plâtrier-peintre. Et dans l'étude, il y a 232 apprentis, il y a 122 formateurs, il y a 12 enseignants. Et on les a suivis, on a extrait de la plateforme ce qui se passe pendant une année sur ces 3 indicateurs. Alors ça, c'est
les mois, hein, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Et c'est le nombre moyen qui a été symbolisé ici. Vous voyez que dans l'année, ça fluctue énormément le nombre de photos que les apprentis ont téléchargées. Mais bien sûr, parce qu'au mois de décembre, ben, le mois, il y avait les vacances, au mois de, etc. On a peut-être fait d'autres choses. Alors si on regarde les lignes réelles du nombre moyen, c'est totalement incompréhensible. Alors on a tiré ce qu'on appelle des linéaires, c'est-à-dire des vectoriels qui prennent la tendance centrale. Et là, on voit clairement que le modèle, ce modèle brun, par exemple, qui est teacher-apprenti, c'est-à-dire le modèle où vous allez à l'école, vous formez l'enseignant et l'enseignant forme, ou éventuellement vous formez en même temps l'enseignant et ses élèves, ben vous voyez, ça descend. On voit bien les enseignants résistent à cette façon de faire, s'ils sont tout seuls. Vous avez ici la ligne du... Et ça, c'est presque un gag, hein, le violet, c'est... On laisse faire. On donne les clés à la maison et puis on dit débrouillez-vous pour l'utiliser. Ça descend aussi, bien entendu, mais ça descend même peut-être encore moins que si c'est seulement le maître qui est aux commandes. À l'inverse, si vous avez l'atelier tripartite, hein, si vous laissez la ligne verte, ça continue. Peut-être même ça augmente un tout petit peu dans l'année. Et en fait, ça se comprend parce que les photos sont téléchargées sur le lieu de travail. Donc il faut le support du superviseur pour l'aider à repérer des situations qui mériteraient d'être photographiées parce que ça c'est remarquable, ça c'était bien réalisé, etc. Qu'il faut un superviseur qui lui laisse du temps pour déposer des choses sur la plateforme, etc. Donc il faut le superviseur pour ça. D'ailleurs, si on forme que le superviseur et ses apprentis, c'est un tout petit peu moins performant, mais ça reste effectivement relativement stable. Une fois que les superviseurs ont décidé, oui, j'en fais notre façon de travailler, eh bien, ça décline un tout petit peu. C'est pas aussi positif que l'atelier tripartite, mais c'est déjà meilleur que quand on forme l'enseignant seulement. On a pris aussi l'évolution du nombre moyen de dossiers de formation déposés. C'est un peu la même tendance, si vous voulez. Les autres, ça descend, et le vert, c'est-à-dire l'atelier tripartite, ça continue à rester au même niveau. Ça ne progresse pas, hein. Il n'y a pas de raison que ça progresse, mais il y a un nombre régulier de dossiers qui sont faits par les apprentis, mois par mois. Voilà. Et mes conclusions, alors, c'est de ce que je vous ai dit, pas seulement de cette recherche-là, hein, c'est que la profitabilité de ce modèle, elle est pas donnée par le modèle lui-même. Elle est largement dépendante de l'activité de l'apprenant pour essayer de faire les liens, pour essayer de rapprocher les contextes, mais c'est pas suffisant. Il faut, j'ai fait récemment un chapitre dans un livre sur la formation professionnelle en Suisse où je dis l'activité de l'apprenti ne suffit pas, en quelque sorte. Faire les liens, ce n'est pas la tâche du seul apprenti. Il faut l'accompagnement. Il faut d'abord, comme le disait Marianne et son équipe avec ses travaux sur le transfert, il faut d'abord qu'il y ait des possibilités et des volontés d'aide à l'articulation de part et d'autre, comme l'écluse, si vous voulez. Il faut que des deux côtés, on régule le phénomène. Et puis, il faut, ce que l'on trouve dans la littérature souvent, le soutien instrumental et émotionnel mutuel à la formation de l'apprenant. Et cette métaphore, je la tire des études sur le coparentage. Le coparentage, ça dira quelque chose à Jean-Pierre, ça certainement. C'est ces théories qui décident, qui fixent comment les parents doivent réguler
leur manière d'être parents, s'attribuer des tâches les uns les autres, mais aussi éventuellement suppléer les momentanées impossibilités de l'un des parents. En principe, c'est moi qui t'accompagne dans les devoirs, mais aujourd'hui, j'ai justement quelque chose à l'extérieur, je ne peux pas rentrer. Est-ce que tu ne pourrais pas faire les devoirs avec Thomas ou Françoise? C'est des choses qui se régulent hors cahier des charges, si vous voulez. Et on ne pourrait pas imaginer un cahier des charges qui précise chacune des choses, mais on travaille ensemble parce que c'est notre enfant commun. Pourquoi pas essayer d'arriver à justement, c'est notre apprenti, c'est notre responsabilité conjointe. Et ce modèle du coparentage, il est presque un peu trivial dans une famille où tout marche bien, une famille où papa et maman vivent sous le même toit. Mais à ce moment-là, pourquoi l'utiliser dans la formation sur 2 lieux, la formation duale? Mais on pourrait très bien aussi l'utiliser pour des situations, et il est utilisé d'ailleurs dans l'analyse du fonctionnement des couples séparés, des couples divorcés, où justement on a exactement les conditions de la formation duale. On a l'apprenti ou l'enfant qui est tantôt là, tantôt là. Il faut qu'on se concerte quand même pour savoir ce que je mets dans son sac quand il vient chez toi, à quelle heure je passe le prendre quand tu me le ramènes, ou est-ce que tu me le ramènes ou je dois aller le chercher, ou des choses comme ça. Il faut se coordonner, mais il faut en plus continuellement travailler dans un projet commun qui est d'assurer le développement complet de l'adolescent. Et je trouvais intéressant de finir par ça, parce qu'en fait, je vous ai parlé du texte fondateur de Clarken sur l'usage des métaphores, et il utilise comme première métaphore de la fonction enseignante, la fonction de parent. Après, il y a jardinier, après, il y a, vous voyez, un peu ce genre de choses, hein, mais la première métaphore qu'il développe, c'est l'enseignant comme parent, qui a donc des responsabilités dans le développement qui peut-être doit suppléer parfois des choses qui ne se passent pas bien dans la famille ou des choses comme ça. Enfin, c'était une façon de fermer la question, mais c'est un peu l'idée que justement ça montre bien que il faut beaucoup de concertation, il faut beaucoup d'organisation, il faut beaucoup de compréhension mutuelle, et c'est seulement comme ça que cette situation de l'alternance devient profitable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci.